Très bien. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui est écrit là, c'est maîtriser l'intercontrat en tant que manager de transition, avec comme sous-titre transformer cette phase souvent difficile en opportunité pour votre carrière. C'est de ça dont on va parler pendant les, on va dire, je vais me tenir à 40-45 minutes de présentation, qui vont être relativement rapide et relativement fluide, pour pouvoir laisser la part aux questions, parce que je présume qu'il y en aura, et aux échanges. Donc, pourquoi, pourquoi ce sujet? Parce que je me suis aperçu que, en fait, il y avait beaucoup de sujets à ce propos. Tout d'abord, ce que n'est pas ce webinaire. Ce webinaire, au vu de la photo que vous voyez là, j'aurai pas de recette magique. D'accord. Je vais pas vous trouver des missions. Je vais pas vous dire comment les trouver. D'abord parce que les EMT m'en voudraient, et puis ensuite parce que je n'ai pas ce moyen-là et je n'ai pas ce pouvoir-là. Ce n'est pas non plus, il n'y aura pas non plus de vente d'amulettes pour pouvoir attirer les missions, pour pouvoir attirer les EMT, et puis pour pouvoir faire les choses un petit peu par magie. Ce n'est pas une thérapie de groupe, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu que l'on fasse un endroit où on va venir gérer un petit peu nos émotions, les partager pour dire que c'est difficile, que c'est compliqué. En fait, on va plutôt être dans le mouvement et dans l'action. C'est surtout un moment de focus pour pouvoir évoquer les moyens et les outils que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir faire avec cette période-là. D'accord. Un petit mot rapide sur qui je suis. Donc, Eddy Corneille, j'ai 61 ans. J'ai été militaire pendant 35 ans dans l'armée de terre, où j'ai beaucoup, principalement dans la logistique. J'ai beaucoup voyagé parce que j'étais dans une spécialité qu'on appelle troupe de marine et qui m'a permis d'être muté au moins 25 fois. Ok, eh ben, je vous remercie, on fait ça. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc j'ai été muté à peu près 25 fois outre-mer, à l'étranger, des missions avec des endroits avec famille, des endroits sans famille, un petit peu plus opérationnels. J'ai décidé en 2019 de devenir manager de transition. Ma première mission a été la mission chez Santé publique France, créer la cellule logistique, gérer la cellule logistique pour pouvoir distribuer les gants, les masques, les blouses, tous les effets de protection pour le personnel soignant, et puis ensuite enchaîner sur les vaccins pendant un an. Belle mission, je n'en parlerai pas tout de suite, mais ceux qui s'intéressent, on pourra développer plus tard. Et enfin, j'ai décidé de devenir coach parce que, en tant que manager de transition, je trouvais que, grosso modo, lorsque j'arrivais dans les entreprises et les organisations, je gérais la conséquence du non-alignement des dirigeants, des managers et des collaborateurs, tout le monde un peu perdu. J'ai décidé de me rapprocher un petit peu de la cause, et pour le coup, se rapprocher de la cause, c'était devenir coach pour pouvoir leur faire prendre conscience de leurs moyens, de leurs capacités, de leurs ressources, et d'aligner tout ça. À ce titre, j'ai vécu un certain nombre d'intercontrats et j'ai accompagné quelques managers dans cette phase qui est toujours un petit peu particulière. De ce fait, si on rentre dans le vif du sujet, l'intercontrat, en fait, est-ce que c'est un frein ou une opportunité? Bien souvent, c'est un petit peu vécu comme un frein. Pourquoi? Il y a une réalité qui est vraie pour tout le monde. Tous les managers de transition passent par une phase d'intermission. Alors, plus ou moins longue, quand on a la chance d'avoir un rebond relativement facile. Mais il faut savoir que ça fait partie intégrante de la mission. De ce fait, j'ai trouvé des statistiques qui tournent un petit peu autour des mêmes chiffres. En moyenne, une mission, c'est 8 mois. Il y a des missions qui durent plus longtemps. Je suis actuellement en mission, une mission qui va s'étendre jusqu'à 18 mois. J'ai connu des gens qui ont été jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans de mission, avec des intermissions en moyenne qui durent 4 mois. Avec des exceptions, j'ai personnellement connu une intermission de 7 mois. Donc au bout d'un moment, au bout de 7 mois, on commence franchement à se poser des questions. Et j'imagine que vous voyez ce dont je veux parler. De ce fait, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. D'accord. Le doute, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai pas de mission, est-ce que je vais en avoir une autre, le stress, hein, on a un stress financier, on a un stress au niveau de la famille, et puis souvent cette incertitude est très très prégnante et très 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 difficile à vivre.
Moi, je considère que cette période-là, c'est une période d'opportunité. D'accord ? Possibilité de se repositionner, possibilité de recourir à des outils pour pouvoir la vivre la mieux possible. D'accord ? Pour le coup, essayons de dresser un petit peu le schéma des erreurs classiques. Alors, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un spécialiste, il n'y a aucune raison que ma vision prime sur les autres. Ça veut dire que vous pouvez me mettre en commentaire, on y reviendra à la fin au niveau des questions, eh bien s'il y a des choses qui vous concernent plus particulièrement ou des erreurs que vous verriez que moi je n'ai pas identifiées, j'en ai retenu quelques-unes, je me propose de vous les partager et ensuite on pourra discuter dessus. La première de ces erreurs, qui est la perte de confiance. Alors la perte de confiance, elle vient souvent du fait que on se précipite sur la mission suivante, donc on se précipite vers cette incertitude, plutôt que quelque part de faire un petit peu le point sur les réussites que l'on a eues, sur les succès que l'on a eus, pour pouvoir conforter son estime de soi. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Et tout ça, bien évidemment, ça a tendance à éroder un petit peu la légitimité professionnelle que l'on peut revendiquer. Du coup, plusieurs types de comportements, celui de se dire j'attends que le téléphone sonne, puis j'attends que le téléphone sonne, puis j'attends que le téléphone sonne. Ça devient quelque chose d'obnubilant, d'obsédant. Il sonne un certain nombre de fois, sauf que on vous dit le vendredi, j'ai un truc super urgent, j'ai un client, il est super pressé, et puis lundi, il faut éventuellement que tu sois en poste, et puis le lundi, il se passe rien, le mardi, rien, le mercredi, rien, et hop, on tombe dans une première phase de doute, pour se dire, est-ce que j'ai dit la bonne chose, est-ce que pourquoi on me prend moi, pourquoi on ne me prend pas moi, alors qu'on prend celui d'à côté. Le risque, c'est de la dispersion. Il y a des personnes qui ont besoin de, pour compenser cette peur de l'inconnu, eh bien, vont s'agiter un petit peu dans tous les sens, vont sauter sur toutes les occasions, vont ne pas avoir de stratégie précise, ne vont pas avoir un mode de fonctionnement, une direction et un cadre pour pouvoir rendre cette période moins angoissante. À l'inverse, on peut trouver des gens qui s'isolent. Bon, on reste à la maison parce que on est un petit peu hors du temps. On voit tous les copains qui s'agitent, on voit les copains qui sont en mission, qui racontent des choses, puis nous on n'en a pas. Ça touche un petit peu l'orgueil quelque part, pour certains. C'est pas forcément une bonne solution, mais ça ne se contrôle pas. On se dit, waouh, j'ai raté un truc, je suis pas bon, j'ai rien à raconter aux copains, donc on se met un petit peu en retrait et puis on tombe un petit peu dans cette forme de procrastination et de phase un petit peu morte. Et au final, ça arrive à un certain épuisement. Alors l'épuisement, ça peut être de l'épuisement physique. D'abord parce que parfois on ne prend pas le temps de récupérer de la mission qui vient de se terminer. En règle générale, ces missions sont des choses qui sont un peu intenses, sur lesquelles on met beaucoup d'énergie, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas, on dort pas beaucoup, on mange mal, bref, on puise dans ses réserves et on n'en a pas toujours conscience. Cet épuisement, c'est un épuisement psychologique aussi, un épuisement moral, parce que on a mis beaucoup de choses, on met beaucoup d'énergie. Parfois, on a l'impression que c'est pas toujours bien reçu parce que ça avance pas à la vitesse où on veut, ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a des problèmes qui sont liés, je dirais, à l'entreprise même, dans son fonctionnement, les clans, l'histoire, et ainsi de suite. Et on s'oublie dans l'histoire. Du coup, on arrive avec une certaine forme de fatigue, ce qui peut être problématique parce que si on doit enchaîner sur la mission suivante, on n'est peut-être pas au meilleur de sa forme. Donc voilà un peu les erreurs classiques que je retiendrai, mais encore une fois, n'hésitez pas à me donner en commentaire, ou on reviendra dessus sur les questions, pour me dire s'il y a d'autres choses qui vous viennent un peu à l'esprit et sur lesquelles vous aimeriez que l'on débatte. Pour le coup, ce que je propose, mais ça n'est qu'une proposition, encore une fois, il n'y a pas de science infuse dans cette histoire-là, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de ce que l'on a comme ressources, de ce que l'on est capable de mettre sur la table, de ce qu'on est capable d'aller chercher, et de ce qu'on est capable de manager. Donc moi, là encore une fois, je vous propose des piliers
ce que j'ai appelé, moi, les piliers d'une intermission réussie. Mais on pourra ouvrir le débat pour d'autres propositions. Moi, le premier des piliers que je vois, c'est l'action. L'action, pour moi, c'est le meilleur remède contre l'incertitude. Okay, parce que quand je suis dans l'action, bah, je suis dans ma zone de contrôle. Je décide. L'histoire n'est pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Vous ne saurez si c'est une bonne ou une mauvaise décision que lorsque vous l'aurez prise. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois dans l'action. Et cette action, dans cette phase d'intermission, j'exhorte et j'encourage les gens à la structurer. Voilà. J'ai un emploi du temps, j'ai un cadre, comme je disais, le cadre dont je parlais tout à l'heure, de façon à ce que j'ai des échéances, j'ai des choses à gérer. C'est tout l'inverse de bah, j'attends que ça se passe et je subis, en fait. D'accord? Ça, c'est un des premiers piliers. Le deuxième pilier, c'est le dynamisme. Le dynamisme, c'est, pour lutter contre la procrastination dont je parlais tout à l'heure, bah, c'est rester visible, en fait. Parce que si on se replie sur soi-même, ou si on essaye de faire son truc dans son coin, bah, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci de couper vos micros. Merci bien. Donc, le dynamisme en question, c'est rester visible et actif sur le marché. Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette. On va pas venir on viendra pas spontanément vous chercher si vous n'êtes pas visible, parce que le marché continue, parce que et c'est à bon rythme. Hein, vous avez vu, les demandes vont très très vite. Donc, il faut être visible. Et alors, c'est visible, on verra par quel moyen, mais c'est les réseaux sociaux, c'est participer aux webinaires, c'est être sur LinkedIn, c'est aller à des forums, aller à des cafés, hein, comme ceux que propose Ingrid dans être manager de transition. Donc, c'est rester actif, c'est être dans la résilience plutôt que dans le fait de subir. Et là aussi, encore une fois, le dynamisme, je suis dans ma zone de contrôle, je suis en contrôle de la chose, j'avance. Le troisième, c'est la sérénité. Alors la sérénité, c'est un mindset. J'y reviendrai à la fin. L'intermission, c'est principalement quel est l'état d'esprit que j'ai. J'ai envie de parler un petit peu de l'auberge espagnole. Grosso modo, dans l'intermission, vous y trouverez ce que vous y amenez. Si vous rentrez dans l'intermission en étant un peu abattu, en disant « Oh là là, comment ça va se passer? Comment je vais faire? C'est quand la prochaine ?» vous allez générer un mindset d'angoisse, quoi. Vous allez générer un mindset avec plein de questions dont vous n'avez pas la réponse. Alors qu'en fait, si vous vous appuyez sur vos forces, si vous appuyez sur vos ressources, si vous appuyez sur un mental positif, alors au-delà du simple méthode couille en disant ça va aller, je vais bien, tout va bien, au-delà de ça, si on travaille sur cette sérénité-là, et on verra juste après comment on peut faire, eh ben vous allez amener du dynamisme, encore une fois, vous allez amener de l'action, les choses s'enchaînent. Les choses sont interférentes. D'accord? Mais première chose, avoir un mindset en se disant, bah, de toute façon, ça fait partie du jeu, c'est normal. Allons-y, je suis prêt. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la légitimité. La légitimité, parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on arrive dans cette période-là, ben, il y a un paquet de pensées limitantes qui vont avec. Est-ce que je vais y arriver à la prochaine mission? Est-ce que je vais être le bon individu? Est-ce qu'on va me choisir? Finalement, si la mission elle est un peu compliquée, est-ce que j'ai pas un petit coup de syndrome de l'imposteur qui vient se greffer là-dessus et qui va venir me faire me poser des questions avec la petite voix sur le côté, d'accord? Travaillons sur cette légitimité. Pour ça, on va travailler sur le positionnement et on va prendre en compte votre expertise, d'accord? De façon à ce que soyez expert de votre métier, ok? Sur ces 4 piliers-là, alors les 4 piliers-là, ils ont un ordre bien précis, j'y reviendrai à la fin. Action, dynamisme, sérénité, légitimité. Développons un tout petit peu cela, hein, histoire de donner un petit peu de consistance à cette affaire. L'action, c'est quoi? C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ayez un plan d'action, un vrai plan d'action. Pour pouvoir étager les choses et pour pouvoir préparer et pour pouvoir anticiper, pour pouvoir agir.
plan d'action et routine. Alors là, j'ai mis une routine, une routine qui est ce qu'elle est. Hein. Le matin, voilà, pour la prospection, pour du réseautage. Maintenant, ça peut être de la méditation. Ça peut être sortir le chien. Ça peut être mon cours de yoga. L'après-midi, eh bien, investir dans une formation continue. Et puis, à la fin de la journée, penser à sa vie personnelle, l'équilibre entre la vie de famille et la vie pro. Même si on est en intermission, il faut être capable de faire la part des choses sur les deux. Voilà un exemple d'action particulière. Encore une fois, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à m'en parler dans le chat ou revenir dessus au moment des questions. Le dynamisme, c'est quoi? Le dynamisme, c'est travailler sa visibilité. J'en ai parlé tout à l'heure. Toutes les interactions qui sont possibles. LinkedIn, c'est pas seulement poster, c'est commenter et échanger avec des personnes avec qui vous avez des affinités dans votre réseau ou en créer d'autres. La publication, c'est pas toujours inné, tout le monde n'arrive pas facilement à faire ce genre de choses. Appuyez-vous sur ce que vous avez fait. Votre expertise, elle vient des missions que vous avez déjà eues. La mission que vous venez de terminer, c'est une excellente source de travail, c'est une excellente source de communication. Donc, n'hésitez pas. Et puis, au fur et à mesure que vous allez communiquer, vous allez vous renforcer. Participer aux événements, j'ai parlé des webinaires, j'ai parlé des conférences. Alors, encore une fois, je profite de ce qu'a mis, de ce que met Ingrid en place pour dire qu'elle multiplie des cafés un peu partout en France, dans les grandes villes de province et à Paris. Soyez au courant, gardez-vous au courant et puis participez. D'accord Et votre réseau, surtout, entretenez votre réseau, développez-le. Il y a des gens, une fois que vous allez communiquer, une fois que vous allez partager, il y a des gens qui vont vous demander en relation. N'hésitez pas à en demander aussi. Tant que vous êtes vivant, vous arriverez à être visible. Ok? Et cette présence, alors moi je parle de LinkedIn parce que LinkedIn c'est le réseau j'allais dire, de professionnels par excellence. Mais j'ai tendance à dire qu'on ne sait jamais d'où va venir la bonne surprise. Donc ça veut dire qu'on peut très bien récupérer une mission par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc là aussi, il ne faut pas se fermer les portes, il ne faut pas se limiter aux pensées et se dire c'est là que je vais absolument trouver la mission qui va bien. La mission, vous pouvez très bien la trouver, alors j'exagère, mais vous pouvez très bien la trouver chez votre crémier ou à la caisse du supermarché parce que vous échangez avec quelqu'un qui, va vous donner votre carte de visite. Donc, restez bien ouvert, le mindset, encore une fois, bien ouvert pour que les choses puissent se présenter. La sérénité, j'ai parlé de la confiance, d'accord? Et éviter de tomber dans le c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, je vais pas y arriver, on veut pas de moi, je suis pas bon, d'accord? Et capitaliser sur les succès. Une chose qui me paraît très importante aussi, c'est la clôture de la mission qui vient de finir. En règle générale, je dis aux gens, vous vous précipitez vers une zone d'incertitude alors que vous n'avez pas capitalisé sur ce que vous venez de faire et vous n'avez pas clôturé. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut arriver à fermer, un certain nombre de dossiers qu'il faut réussir à fermer pour pouvoir passer au dossier suivant. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que la mission que je viens de terminer, il y a forcément des choses qui se sont bien passées. Donc, prenez le temps de capitaliser là-dessus et de mettre ça dans ce qu'on appelle le sac de mes succès. Je suis quelqu'un de bien, j'ai réussi une belle mission, il y a des choses qui ont très bien marché, j'ai eu de très bons contacts, j'ai eu de belles rencontres. Ça va nourrir ma confiance. Ça va nourrir mon mindset positif. D'accord? Et puis, ce qui s'est moins bien passé, on va dire, j'ai eu un défaut sur tel sujet. Eh bien, je vais chercher une formation ou un MOOC ou une formation LinkedIn pour pouvoir m'améliorer. D'accord? C'est pas négatif. Donc, prenez le temps de finir cette mission, de refaire un petit point dessus, alors seul ou avec l'aide de l'EMT ou avec un pair ou dans le cadre d'un webinaire, mais faire le point pour pouvoir fermer ce dossier. D'accord? Ça, c'est important.
Le recadrage, c'est du recadrage psychologique dont je parle. En fait, euh, ce que je dis là, l'intercontrat ne définit pas votre valeur professionnelle. Il ne faut pas mettre du poids sur la durée de l'intercontrat. C'est pas plus je reste longtemps en intermission, moins je suis bien sur le marché, en fait. C'est ce que j'appelle le travail de l'estime de soi. L'estime de soi ne dépend pas, ne dépend pas du concept, du contexte pardon, à l'extérieur. Je sais que je vaux quelque chose. Je l'ai déjà prouvé, j'ai déjà fait des missions, et même si on est primo-accédant, bah, en dehors de ces missions, j'ai déjà fait des choses sur lesquelles je suis fier et je suis content d'avoir fait. Donc, ne pas se laisser aller à des aléas, à donner à des aléas plus d'importance que ça n'en a pour se laisser affecter. Là aussi, si on ne reste pas tout seul et qu'on est un peu en contact, bon, on va rencontrer des gens qui vont vous rebooster, et puis la fois d'après, c'est vous qui allez rebooster quelqu'un d'autre, et on va profiter de ce partage et de cette mise en commun pour pouvoir rester avec un mindset à flot. D'accord ? Et enfin, les routines, parce que les routines, ça permet de quelque part, d'avoir une petite zone de certitude dans cette grande zone d'incertitude qui existe. Quand je fais ma routine, bah, c'est moi qui décide. Je fais du sport, je consulte, je regarde des médias, je programme mes moments de détente et les moments que je vais passer avec ma famille. Tous ces points-là sont des petites zones de certitude dans la grande incertitude qui nous entoure. Et ça permet aussi d'ancrer le mindset et de se dire, bah, au moins dans cette phase-là, je tiens quelque chose de solide. D'accord ? Ces 4 points-là combinés ont pour but de garder la confiance et d'être sûr dans l'action, d'être dans la projection pour pouvoir aller vers l'avant, vers cette nouvelle mission et d'arriver en forme physique, en forme psychologique, avec un moral de battant, prêt à tout dévorer parce que quand la mission commence, bah, ça va vite. Donc il y a plutôt intérêt à être en forme à ce moment-là. La légitimité, ce que j'appelle se repositionner, c'est remettre en ordre, encore une fois, remettre en ordre les choses que l'on a bien faites. Refaire son CV, c'est quelque chose d'important. Donc, comme dans n'importe quelle recherche d'emploi, il est important de le mettre à jour. Il est important d'y mettre les choses qui nous sont importantes, parce que moi je vous dis, un CV, c'est pas tant d'essayer de séduire et d'essayer de plaire à la personne qui est en face, parce que vous ne savez jamais dans quel état d'esprit elle est. En revanche, si vous vous l'appropriez, c'est votre CV, et vous le vivez quand vous en parlez, notamment lors de l'entretien avec le MT ou avec le client, ça va avoir de l'impact. D'accord ? Le storytelling, c'est ce qui est la prolongation du CV, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais raconter comme histoire. Et vous imaginez bien que si vous racontez une histoire en étant un peu terne, en étant pas trop sûr de soi, en étant... ça va avoir moins de portée, ça va avoir moins d'impact sur la personne en face qui va se dire « Waouh, c'est peut-être pas la personne dont j'ai besoin sur le plan technique, c'est peut-être pas la personne dont j'ai besoin sur le plan... sur le plan technique, parce qu'elle n'a pas forcément l'expérience, pas forcément... Mais n'empêche que l'histoire qu'elle me raconte, waouh, j'ai envie de la voir, quoi. J'ai envie de la voir à l'œuvre. Moi, j'ai fait une mission chez Santé publique France. Bon, je ne connaissais pas forcément grand-chose dans la santé, ni dans l'entreposage, ni dans le transport. J'ai basculé chez un prestataire logistique multisite qui faisait de la préparation de commandes sur Internet. J'ai basculé ensuite dans une usine de fabrication de literie à Quimper. Et je suis actuellement en mission dans une usine de fabrication industrielle de viennoiserie de boulangerie. Je suis absolument pas spécialiste d'aucun de ces domaines. En revanche, je connais mon domaine logistique, j'ai une expérience dans la logistique, et c'est le contact avec le client, avec l'EMT qui a fait que on s'est dit peut-être que ça vaut le coup. D'accord ? Donc préparez. Le but, c'est pas de raconter des histoires et de se raconter une histoire. Le but, c'est de raconter l'histoire de façon convaincante et de façon authentique avec le cœur, pour faire la différence. Ça fait partie de la préparation avant d'arriver le jour J à la mission.
J'en ai parlé tout à l'heure, les nouvelles compétences, encore une fois, soit vous avez amélioré une compétence que vous avez eue, auquel cas, n'hésitez pas à la faire valoriser, d'accord? Il existe ce qu'on appelle les VAE, il existe un certain nombre de formations certifiantes, plus ou moins longues, en fonction du niveau auquel vous voulez vous placer. N'hésitez pas, allez-y. Et puis les compétences sur lesquelles vous vous êtes senti un petit peu léger, n'hésitez pas à y aller. Allez-y voir, allez chercher ce qui va vous permettre d'être encore plus efficace à la mission suivante. Là aussi, c'est pas bon d'attendre et de se retrouver un petit peu dans le même cas à la fois d'après en disant ah mince, j'aurais dû m'améliorer sur ce plan-là parce que on me le demande encore. D'accord? Et il n'y a pas d'effort vain. Si la fois d'après vous n'utilisez pas cette compétence, c'est pas grave. Ça fait partie de votre package, ça fait partie de votre panel, et vous allez peut-être pouvoir injecter des choses les nouvelles par rapport à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. D'accord? Ça rejoint exactement le dernier point. Ce que j'appelle la veille du marché. Non seulement on est en veille du marché pour savoir les opportunités qui vont se présenter, notamment à travers les EMT, mais dans votre secteur, il est intéressant, moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est que lorsque j'arrive dans une entreprise, au-delà de relever le défi que l'on me propose, j'essaye en tant que manager de transition d'apporter quelque chose en plus. Les innovations dont je parle, c'est lorsque je peux faire en sorte que apporter un petit truc auquel ils n'ont pas pensé, parce que souvent ça travaille un petit peu en tunnel comme ça là. Souvent, ça travaille en tuyau d'orgue à l'intérieur de l'entreprise, et puis ça travaille un petit peu en autarcie, un petit peu recroquevillé, un petit peu sclérosé, on a toujours fait comme ça, les autres, c'est pas bien, nous. De temps en temps, j'arrive en disant, attendez, il existe une méthode de gestion des stocks. Je vois que est-ce que ça vous tente au moins d'en entendre parler? Je ne suis pas promoteur de la chose, je ne suis même pas détenteur de la chose. Mais c'est juste travailler cette capacité à leur ouvrir un petit peu l'esprit pour leur dire qu'il existe quelque chose d'autre. Libre à eux d'y aller ou pas, mais au moins, vous aurez proposé cette chose-là. D'accord? Et donc, ces 4 points-là permettent de travailler sa légitimité en se disant, je suis parfaitement légitime dans ce que je fais, j'apporte quelque chose, ce que je fais est vraiment utile, et puis, encore une fois, ça va travailler sur l'estime de soi. C'est dans ce cadre-là, très rapidement maintenant, dans les 5 dernières minutes que je vais prendre là-dessus, c'est dans ce cadre-là que j'ai réfléchi à un programme qui s'appelle ADSL. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'ordre des lettres, action, dynamisme, sérénité et légitimité n'était pas un hasard. Donc dans ce programme ADSL, il y a ce que j'appelle l'intermission maîtrisée, qui est un programme de 6 semaines, parce que justement j'ai étudié un petit peu cette phase, j'ai regardé, j'ai discuté énormément avec pas mal de managers de transition pour pouvoir isoler un petit peu les choses et puis pour pouvoir proposer quelque chose. Je disais au début que il est bon parfois d'être accompagné pour pouvoir sortir de cette phase-là, parce qu'on voit plein de choses à faire et on ne voit pas toujours dans quel sens. Dans ce programme, je reviens sur l'action. C'est un programme qui est en fait un suivi personnalisé sur mesure et qui s'adresse uniquement à vous. C'est pas quelque chose de général où j'arrive en disant globalement il faut faire ça. Non, précisément de quoi vous avez besoin, on fait le point et on va travailler ensemble pour faire le plan d'action dont j'ai parlé tout à l'heure. Dynamisme, donc dans un cadre, parce que là aussi on voit plein de choses à faire, mais on ne sait pas toujours quelles sont les limites droite, limite gauche, jusqu'où je peux aller, comment je peux adopter. 6 semaines, c'est très rapide, c'est très intense. D'abord parce que quand on est manager de transition, on a l'habitude, quand on arrive dans une mission, au bout d'une semaine, on a pris le lead. Au bout d'un mois, on a fait un rapport d'étonnement. Donc ça veut dire que ça garde cette spontanéité-là et cette efficacité. Et puis surtout, il est important d'avoir ça très rapidement pour pouvoir se l'approprier et le mettre en œuvre. D'accord? Moi, je vais vous aider à structurer les choses et à trouver à mettre en place ce plan d'action. Mais après, c'est à vous de le mettre en œuvre. La sérénité,
alors la sérénité, c'est un certain nombre d'outils, de choses qui vont travailler sur le mindset, justement pour pouvoir se dire, ben, je vais faire avec l'incertitude, je vais arrêter de la craindre et je vais arrêter de la subir. Là aussi, c'est un travail personnel, en fonction d'eux, hein, de vos ressources, de vos envies, de vos craintes, de vos peurs, de vos forces, et du contexte dans lequel vous vivez, pour pouvoir atteindre ce niveau de sérénité. Et enfin, la légitimité, les outils dont j'ai parlé, hein, pour pouvoir renforcer votre positionnement. On va travailler le CV, on va travailler les formations sur lesquelles vous pouvez aller pour pouvoir augmenter votre niveau de compétence. Mais encore une fois, c'est un programme qui est co-construit de façon à être parfaitement cible et parfaitement exécuté pour la personne qui va s'en servir. Sachant que, comme beaucoup de programmes, c'est un programme qui sera à répétition, hein, que vous pourrez ensuite réutiliser dans les différentes intermissions. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, ce sont des choses que l'on va mettre en place qui vont vous servir par ailleurs. Depuis que je suis formé coach, quand on me demande t'es coach de quoi, je dis moi je suis coach des humains. Ça veut dire qu'on ne peut pas saucissonner les gens. Et ça veut dire que les ressources et les choses que vous allez mettre en place dans ce programme-là vont vous servir dans d'autres sphères. Dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, dans la sphère sportive, et ainsi de suite. Voilà. Pour les gens qui voudraient en savoir plus sur ce programme, dans la présentation, eh bien, vous pourrez aller cliquer sur le petit bouton en savoir plus. Comment le rejoindre? Facile. J'ai un Calendly. Là aussi, vous pourrez aller cliquer sur le Calendly et prendre un rendez-vous pour une petite demi-heure d'explication, d'échange, pour voir si ça peut vous convenir ou pas. Voilà, j'en suis à 40 minutes. Je vais maintenant vous céder un peu la parole, parce que d'abord j'ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées, et je ne doute pas que vous ayez un certain nombre de choses à dire et de rebonds à faire sur ce que j'ai dit. Je vous cède donc la place. Avant ça, on peut me contacter via LinkedIn, via mon profil ou via mon email. Là aussi, il suffira d'aller dans la présentation, les liens seront mis. Et juste un petit mot sur ma structure qui s'appelle Résurgence Coaching, voilà, que j'ai mise en place à partir du moment où j'ai fini ma formation de coach et qui sous-tend le programme dont je vous ai parlé. Voilà Ingrid, sur cette présentation. Super. Je te rends la main pour les questions. Oui, alors parfait. Alors j'ai là dans le chat, en fait, il y a plusieurs points. Alors si je reprends la question, alors vous m'excusez parce que je vois pas forcément tous les noms. Arnaud Lavorel. Arnaud, tu avais un point? Non, je faisais juste une remarque quand on parlait de réseau à un moment. Le problème que j'ai, je pense que je suis pas tout seul, c'est d'avoir eu des missions qui se sont succédées et qui ont été à enjeux importants et absorbantes au détriment du réseau. C'est-à-dire que moi, j'ai pas réussi à associer le maintien de mes contacts réseau de mon investissement à 200% sur une mission. Et du coup, j'ai passé là quasiment 3 ans, quasiment tout le temps en mission. Et aujourd'hui, quand je recontacte, étant en intermission en ce moment, quand je recontacte mon réseau, silence. Voilà. Sur les premiers contacts que j'ai faits. Alors après, je me suis fait conseiller, on me dit, tu t'en fous, si tu contactes 10 personnes et que tu en as la moitié qui ne répondent pas, tu as peut-être l'autre moitié qui répondra. Voilà. Donc je pense qu'il faut que je poursuive. Mais je pense que cette difficulté-là, elle est réelle. D'accord, mais vous les avez contactés, comment? Est-ce qu'il y avait une demande au bout, ou est-ce que c'était juste coucou, je suis là? C'était de quelle manière? C'était un message de reprise de contact. Voilà. D'accord. De reprise de contact, mais c'est vrai que du coup, nécessairement, le côté intéressé transpire. Et c'est vrai qu'alors, c'est un obstacle et on se dit, bon, j'ai pas envie d'avoir cette image et de donner une image de gars vraiment intéressé. Et d'un autre côté, faut aussi penser à soi, et c'est ce que me disait le conseil que j'avais là.
qui était simplement Hervé Boumler, le gars qui a créé un bouquin sur trouver son réseau et trouver un job par le réseau. Et lui-même me disait, bah tant pis, c'est pas grave. Il me dit, vous voulez contacter quand même, et puis bah s'il y en a qui répondent pas, tant pis, mais d'autres répondront. Ouais, mais alors moi, alors pour rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, il y a cette forme-là de contact qui effectivement, bah, c'est comme quand on appelle, on s'adresse à une entreprise en disant tiens coucou, vous auriez pas un job pour moi. La deuxième façon de communiquer, c'est communiquer sur l'expérience, communiquer sur ce qu'on a fait, sur ce que vous avez fait, sur ce qui était sympa, et puis ça va attirer du monde. Il y a des gens qui vont venir. Vous voyez, la démarche elle est inverse. C'est pas simplement hey, coucou, je suis là, est-ce que vous avez pensé à moi? Bien sûr que non, les gens ils pensent pas à vous. En revanche, dire bah écoutez, moi j'ai eu une super expérience, ça s'est super bien passé, regardez un petit bout de mon expérience. Il y a des gens qui vont venir poser des questions, il y a des gens que ça va attirer, d'accord? Cette forme-là est moins agressive et moins coucou, je suis quelqu'un qui cherche quelque chose. Faut plus se placer sur le plan je suis quelqu'un qui propose quelque chose. Mon expérience a été intéressante, j'en fais profiter la communauté. Vous voyez la démarche? Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et ben, faudra nous tenir au courant pour savoir comment ça se passe. Bien sûr. Avec plaisir, bien sûr. Et puis bon, l'idée aussi, c'est que je puisse aussi publier des bonnes nouvelles, hein. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en mission, à me passer des informations ou si vous avez des bons contacts, parce que ça aussi, c'est positif. Et l'objectif de la communauté, c'est aussi de communiquer sur du positif. Mélanie Breton, je te laisse la parole. Alors moi, je tutoie tout le monde, hein. Je suis désolée, hein. Je suis moins polie que toi, Eddy. Moi, je me force parce que d'habitude, je tutoie tout le monde aussi. Parce que je suis tellement en contact avec certains et pas avec d'autres, donc du coup, je me prends plus la tête. Je tutoie tout le monde. Mélanie, je te laisse la parole parce que ta remarque sur l'école de commerce me semble très pertinente. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que moi, c'est une question que je me posais, c'est une réflexion et une question en même temps. Dans l'intermission, pour rester actif et puis pas trop s'ennuyer, c'est bien de cultiver son réseau en contactant des écoles de commerce, en proposant également des activités de conseil. Ça, c'est super, mais par contre, il y a toujours un petit peu la crainte derrière de si la mission arrive demain et que c'est du 100% de temps, comment est-ce que je fais pour gérer mes engagements? Mais bon, si j'ai cette crainte-là, je peux aussi ne rien faire et attendre. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Moi, encore une fois, je ne fais que suggérer et de donner un angle de vue. Il faut simplement prévenir les personnes avant, dès le début, en disant attention, je suis manager de transition, la mission elle peut tomber, et dans ces cas-là, comment on s'arrange? De façon à trouver un modus vivendi dès le départ qui permet de ne pas laisser filer une mission et de rester au contact. Je pense qu'il faut juste être honnête et authentique sur le truc pour trouver une forme qui permet de, même en cas de mission très intense, malgré tout, de pouvoir continuer si on a envie. La formule qui est intéressante auprès des écoles de commerce, c'est de proposer des études de cas. Et pourquoi pas des études de cas de missions qu'on a pu réaliser, en fait, les transposer en cas, faire réfléchir des étudiants. Les écoles de commerce apprécient beaucoup cela. Et puis, ça permet aussi de cultiver le réseau parce que on est face aussi à d'autres professionnels qui sont dans d'autres situations et on peut développer le réseau, on peut avoir des opportunités aussi par ce biais. Oui, c'est très bien, oui, c'est une bonne chose. Ça, c'est d'ailleurs une remarque intéressante parce que il est intéressant d'avoir à côté, effectivement, de l'activité de management de transition, des activités comme ça qui vont permettre de bonifier son expérience, de bonifier ce qu'on a apporté, et puis de rester actif, quoi. Tout à fait. Alors justement, en parlant d'actifs, c'est une question de Jérôme Guillemot. Jérôme, si tu veux intervenir sur la partie du sport, justement. Oui, merci. Tout d'abord, merci beaucoup Ingrid pour tout ce que tu fais. Merci, de rien. Donc moi, ça fait maintenant, il y a eu l'été, et depuis l'été, je dirais, j'ai eu beaucoup de contacts, hein, mais ça n'a pas abouti pour différentes raisons. Et parallèlement à ça, j'ai repris de façon un peu plus intensive du sport que je faisais un peu moins. Et en l'occurrence, c'est un sport qui est un peu particulier parce que c'est à la limite de la méditation, puisque Eddy en parlait tout à l'heure.
Je fais du tai chi et j'en fais 5-6 fois par semaine, 1 ou 2 heures. Et depuis que j'ai repris ça a que des vertus et je dirais le sport à chaque fois alors ça doit être les endomorphines, je ne sais pas si c'est l'hormone du bonheur, mais je dirais ça permet de lancer une pompe et puis ça a un effet positif également sur les différents contacts que je peux avoir à travers les réseaux, les différents contacts que je peux avoir à travers des amis et jouer justement l'ami d'un ami qui connaît un besoin de mission. Et donc, c'est quelque chose. Et lorsqu'on a des entretiens, ça permet de faire un sujet de discussion également. Tout à fait, c'est tout à fait vrai, Jérôme. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez amener dans cette intermission le mindset. Et si vous amenez un mauvais mindset, si vous êtes un mindset qui subit, en fait, vous allez subir cette période, ça va être compliqué, et au moment où vous allez avoir effectivement un entretien et vous allez avoir une opportunité, vous ne serez pas dans la bonne énergie, quoi. L'énergie, elle sera pas haute. Pour ça, je disais, il y a les routines, dont le sport, vont permettre de générer de la bonne énergie, vont permettre d'éliminer le stress qui vient de cette incertitude permanente et vont vous préparer à la suite. Il faut profiter de ça pour se préparer. C'est pas le jour où la mission arrive, je suis complètement fatigué, je suis vidé, j'en peux plus, j'ai mal mangé, j'ai mal dormi. En face, la personne, le client ou même le MT va se dire, bon, waouh, lui, il n'est pas forcément dans la bonne énergie, quoi. Et on risque de rater des choses. Donc c'est super important. Le sport est un des moyens qui va permettre facilement de générer. Alors c'est toutes ces hormones. Là, moi j'appelle ça la dose. De la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et de l'endorphine. Ça c'est la recette du bonheur. Voilà. Merci en tout cas, Jérôme. Avant de passer la parole à Alain qui a levé la main, en fait, il y a beaucoup de remarques. Alors, je ne peux pas prendre tout le monde, mais grosso modo, l'idée, elle est la même, hein. C'est d'être dans l'associatif, d'être bénévole. Bon, j'en suis le parfait exemple, hein, puisque je rappelle à tout le monde que cette communauté, je suis entièrement bénévole et que je n'ai aucun lien commercial avec aucune entreprise et que tout ce que je fais, c'est que pour les managers de transition pour donner justement de la visibilité. Donc, je me retrouve complètement dans ces propos-là. Je vois Francine qui parle notamment de 60 000 repos. J'ai également lu un post intéressant sur quelqu'un qui fait du partenariat pour accompagner les entreprises et faire du mentorat. Donc, je pense effectivement que ça, c'est quelque chose, enfin, je me permets, Eddy, d'intervenir sur cette partie-là, mais je pense que c'est extrêmement valorisant déjà d'un premier côté. Ça permet aussi de nous occuper. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette communauté, hein, je le rappelle. J'ai vécu l'année dernière 8 mois d'intercontrat et c'est aussi un des moteurs qui a fait qu'à un moment donné, j'ai créé cette communauté. C'était aussi pour m'occuper et puis donner du sens un petit peu à ma recherche et puis pouvoir fédérer autour de cette action commune. Donc, je retrouve complètement cette partie-là dans les posts que je vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eddy, sur cette partie. Oui, je suis entièrement d'accord. Moi-même, je suis mentor. Alors, je suis dans une association qui s'appelle Demain, qui en fait cherche des mentors pour des jeunes qui sont des jeunes étudiants. Et moi, je mentore un jeune qui est en master supply chain. Et donc, ce bénévolat permet aussi de garder cette énergie et d'ailleurs de se projeter vers les autres, et plutôt que de rester enfermé sur soi. Et donc, on fait profiter de cette expérience-là et ça met dans une certaine dynamique. Et encore une fois, ça va préparer et ça va garder la projection vers l'avant et la projection vers le futur, quoi. C'est super important. Ouais. Ok. Alain, Alain, tu as levé la main, tu peux poser une question? Non, c'était juste pour rebondir sur l'échange qu'il y avait eu sur l'accompagnement, les formations ou les études de cas, école de commerce. Effectivement, moi je suis toujours preneur de ce genre de pistes. C'était juste un rebond pour savoir si au niveau des écoles de commerce c'était plus joué sur notre école ou c'était plutôt faire du porte-à-porte pour trouver effectivement un intérêt dans les différentes écoles de commerce. Je trouve l'idée super chouette. Et l'autre point aussi que je voulais partager, donc c'est effectivement la problématique que j'ai eue moi et que j'ai toujours en situation d'intermission.
C'est que donc je me suis déjà approché de mon réseau, de mes précédents employeurs, en fait, pour me former et puis garder un mindset positif, justement, pour faire de l'accompagnement sur des projets, on va dire, un peu complémentaires, notamment autour de l'IA, en précisant que je peux être demain plus disponible parce que je peux partir en mission et ça a bien fonctionné. Donc c'est un retour d'expérience positif parce que c'était un sujet un peu complémentaire. J'étais pas dans le cœur du réacteur de l'opérationnel, mais j'ai proposé un peu de l'accompagnement un peu comme ça. Et moi, l'idée de la facturation pas, j'aurais tendance à dire, c'était secondaire. C'était plus pour m'occuper positivement de l'esprit. Par contre, dès qu'on sort du réseau d'entreprise que l'on a, j'ai du mal à voir comment on peut concilier des missions d'accompagnement et le management de transition. Alors moi, c'est vraiment une vraie problématique parce que j'ai des opportunités d'accompagnement de société, mais par contre, ma crainte à chaque fois, c'est dès que je mets le pied dedans, c'est que je me coupe d'opportunités de missions de management de transition. Voilà, mais moi c'est vraiment une question ouverte, je sais pas, hein. Mais c'est mon inquiétude. C'est mon inquiétude. Non, c'est très intéressant, effectivement. Eddy? Moi j'ai envie de dire que le problème c'est ça, c'est que cette incertitude elle va jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un pari quelque part et de se dire voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, être honnête avec les gens au départ en disant voilà. Voilà mes conditions, hein, voilà mon cadre, voilà ce qui risque de se passer. Bah oui. Est-ce qu'on peut poser les choses de façon à ce que ce soit le moins perturbant possible? Et puis après, il faut faire un choix. Voilà, le souci est là. Est-ce que le choix sera bon ou mauvais? Comme je disais tout à l'heure, on ne le saura que si on l'a fait. Voilà. Alors, il y a un autre sujet avant que je te laisse la parole, Frédéric, parce que j'ai vu que tu avais levé la main pour poser une question. Il y a un autre sujet dans le poste qui est un peu différent, mais je pense qu'il faut qu'on l'aborde. C'est Bruno Breton, Breton, c'est ça, hein, ou Breton, je ne sais pas comment le prononcer, excuse-moi Bruno si j'écorche ton nom. En fait, il pose une question assez pertinente concernant l'intermission. Bruno, si tu veux prendre la main. Ça va et toi? J'ai fait une erreur tout à l'heure et je ne savais pas si tu étais dispo. Cécile, il faut couper le micro. Ouais, Cécile, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? Bruno, est-ce que tu veux intervenir sur ta mission qui se termine au Maroc? Cécile, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? C'est bon, je l'ai fait. D'accord, merci. Donc Bruno, je sais pas si tu es toujours présent, mais en tout état de cause, en fait, il a posé une question intéressante. Il dit qu'il est RAF depuis 9 mois au Maroc, qu'il commence à regarder les nouvelles opportunités. Et il pose la question, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir tout de suite enchaîner une nouvelle mission ou est-ce qu'il faut laisser un petit peu de temps entre deux missions? Et sa question est très pertinente puisqu'il dit, est-ce qu'il va pas trop galérer justement s'il laisse du temps entre deux missions? Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le truc, c'est là aussi, encore une fois, c'est de trouver le juste équilibre. Enchaîner les missions à toute vitesse, c'est tout à fait possible. Maintenant, le risque, c'est d'arriver à cet épuisement, c'est d'arriver à ne pas fermer certains dossiers, à ne pas prendre le temps pour soi. Entre l'intermission, c'est aussi une opportunité de se reposer un peu. Les missions, en règle générale, sont assez intenses, sont assez, voilà, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de, je mange moins bien, je fais moins de sport, j'ai des nuits qui sont un petit peu compliquées, pour peu que ce soit loin de chez soi, on est là que le week-end avec la famille, et puis et parfois le week-end il se réduit à très très peu de choses. Encore une fois, je ne donne pas de conseils parce que c'est pas le but. Je dis que ça vaut le coup de réfléchir et de regarder un petit peu en fonction de l'intensité de la mission et la façon dont on est capable de l'absorber. Si je peux repartir tout de suite, pourquoi pas? Maintenant, effectivement, il y a le risque de se dire, ça m'est arrivé. Hein, il y a une mission où quand j'ai fini à Quimper, je commençais à être un petit peu fatigué parce que c'était compliqué, c'était loin. Voilà, j'avais des week-ends qui duraient du vendredi 23h au dimanche 14h. Et au moment d'enchaîner une autre mission, d'abord je me suis dit non, je suis fatigué, il faut que je me repose. Et puis en plus mon épouse m'a dit t'es gentil mais tu vas pas repartir tout de suite. Parce que ça aussi ça fait partie du contexte. Hein. C'est une organisation familiale, ce genre de choses. Et donc je me suis dit ok, je vais me reposer un petit peu et puis après on repartira. Et en fait ça a duré 7 mois. Voilà.
Mais là aussi, encore une fois, c'est un pari, c'est un risque à prendre. On n'a pas de certitude, on n'a pas de boule de cristal. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on fait un choix. Ce choix-là, de toute façon, on entraînera d'autres, quoi qu'il arrive. Donc, faisons ce petit examen pour se dire, ne pas forcément se précipiter, manger, pour qu'à un moment donné, on se retrouve à court de carburant, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question de Bruno, mais... Si, moi je trouve que ta réponse, elle était bien. On va terminer sur un dernier point. Alors, c'est pas une question ouverte, c'est une remarque de Sylvie et elle est assez pertinente. Elle demande en fait comment on peut expliquer qu'au bout de 15 ans de management de transition, parce que je suis également dans ce cas-là, donc ça m'interpelle, il y a de plus en plus d'intermissions qui sont longues. Alors, je vais me permettre juste de faire une petite réponse rapide et Eddy, je te laisse la main pour conclure ce webinaire. Je pense que déjà, on est de plus en plus nombreux en termes de management de transition. Il n'y a pas non plus un nombre de missions aujourd'hui sur le marché qui sont élastiques, on ne va pas se mentir non plus, hein. Il faut savoir que les gros cabinets, les pure players, aujourd'hui, c'est 100-150 missions par an. Donc, si on est 10 000, vous faites le calcul, forcément, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc, c'est aussi une des raisons aussi de cette communauté, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir faire du partage de missions, aussi de partage de beaux CDI, mais également de pouvoir redonner, entre guillemets, les lettres de noblesse à notre métier, parce qu'aujourd'hui, le management de transition n'est pas encadré, et donc il y a des dérives de tous les côtés. Et donc, ça explique aussi que certains clients peuvent être aussi frileux à proposer du management de transition parce que parfois ils connaissent même pas la terminologie. Donc on a aussi la notion de faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'on fait. Et c'est aussi le but de ces cafés qui sont organisés dans toute la France et aussi pour mettre en place un réseau local. Et je pense que c'est aussi important de faire peut-être comme dans les pays du Nord, en Allemagne, de faire le maximum pour se faire connaître d'un point de vue institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le management de transition est perçu parfois comme de l'intérim, à tort ou à raison, comme du CDD, comme du freelance. On est aussi une grosse confusion avec le conseil. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, j'allais dire, un peu de porte-à-faux, ce qui explique j'allais dire, ce flou un petit peu général dans lequel on est. Je ne sais pas, Eddy, ce que tu en penses, mais je pense que le fait qu'on ait de plus en plus d'intercontrats qui sont de plus en plus longs, c'est parce qu'en fait, on est dans une situation un peu de flou en ce moment. Oui, tout à fait. Je rebondis. Tu as dit l'essentiel, Ingrid. Des missions qui ont du mal à se déclenter parce que les clients sont frileux. Ouais. Moi, pendant mon intermission de 7 mois, j'ai dû avoir 10 opportunités où on m'a dit c'est super urgent, le client il ça est s'arrête. Machin, et puis en fait il se passe rien. Ouais, c'est ça. Donc et puis surtout il y a un paquet j'allais dire, il y a les pure players qui sont une chose, mais il y a eu un tel appel après le Covid, qu'il y a eu un paquet d'intervenants qui ont vu le gâteau et qui se sont mis dans le game avec pas les mêmes garanties, pas du tout les mêmes tarifs, aucune notion de ce qu'est le métier. En fait, ce sont des collectionneurs ce que j'appelle des mercenaires, ils sont des collectionneurs de CV. De CV. Mais bon, on va pas leur faire. Le but n'est pas de faire de procès, mais ça explique pourquoi effectivement ces intermissions sont de plus en plus longues. Parce que c'est un métier qui est entièrement soumis au contexte. Alors, le contexte économique et le contexte social, le contexte mondial ne va pas dans ce sens-là. D'aucuns disent que c'est une courbe, en fait. À un moment donné, ça va. Le Covid, ça a tout stoppé. D'un seul coup, après, derrière, c'est reparti. Donc là aussi, on n'a pas de boule de cristal. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de s'équiper et de se préparer à ces intermissions. Parce que ça va devenir pas le quotidien, mais ça va devenir la norme d'avoir des intermissions qui seront de 4-5 mois. Alors il y a possibilité de les préparer en amont, avant même de sortir de mission. Là aussi, il y a des choses qu'on peut faire en amont pour pouvoir mieux les vivre, mais il est important de se préparer à ce que ça dure de plus en plus longtemps. Voilà. Et d'être complètement acteur sur le système. Pour l'instant, je ne vois pas le rebond. Voilà. Mais
Ça va, j'espère. Enfin, moi, j'essaye de rester positive et me dire que de toute façon, là, il y a un petit frémissement, parce que comme vous le savez, je suis en contact maintenant avec l'ensemble des gros cabinets de la place, que ce soit des pure players ou des cabinets qui sont un peu plus généralistes. Et ils ressentent un petit frémissement, là, avec de nouveau des clients qui les appellent pour des missions. Alors que ce soit en top ou en middle management. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc j'espère pouvoir vous publier très régulièrement encore de belles missions. En tous les cas, il est 13h03. Je vous remercie encore à tous pour votre confiance, votre soutien, pour avoir participé à ce webinaire. Je vous réitère qu'il y a un autre webinaire qui est très intéressant qui sera proposé donc vendredi. Il y a un autre webinaire dont je vais faire la communication en fin de semaine, la semaine prochaine, sur l'intelligence artificielle avec des cas pratiques, notamment pour les DAF et pour les DRH, pour utiliser donc au mieux l'intelligence artificielle au sein de son activité. Et la semaine d'après, on a un webinaire qui va être organisé sur la supply chain. Et en début avril, alors là, ça vous concerne peut-être un petit peu moins parce que je regardais rapidement les profils des personnes qui étaient connectées. On est plutôt sur des managers de transition qui connaissent un peu le sujet. Ça sera un webinaire qui va être organisé. Il va y en avoir 2 sur les primo-managers de transition qui souhaitent nous rejoindre. Donc, je ne parle pas de formation, je parle d'accompagnement parce que certains d'entre vous savent que la partie formation, c'est quelque chose qui me hérisse un petit peu, on va dire ça comme ça, autant que le portage salarial. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner au mieux pour que ces personnes qui souhaitent devenir managers de transition comprennent bien les tenants, les aboutissants, parce que parfois, c'est un peu la foire d'empoigne et surtout, c'est un petit peu, on propose en fait des choses en disant que tout va être bien et merveilleux et que l'objectif, c'est aussi de les accompagner au mieux pour leur faire comprendre les réalités du marché et que d'être indépendant, c'est aussi être manager de soi-même et Eddy l'a très bien démontré. En tous les cas, un grand merci à vous. Merci encore Eddy, à toi. Je vais partager, bien entendu, à l'ensemble de la communauté donc cet échange que je vais remettre en forme pour que je puisse le partager et on partagera également le document qui a été présenté aujourd'hui. Un grand merci à tous, excellente fin de journée et puis à vendredi pour ceux qui peuvent nous rejoindre. Et n'hésitez pas à commenter sur les réseaux parce que je deviens Nabila sur LinkedIn. Hein. Bye bye. Un grand merci. À bientôt. Prenez soin Au de revoir. vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir, très vite. Merci, Merci, au revoir, à au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, Ingrid. Au Ciao. revoir. Bon appétit. Merci, au revoir. Merci. Ciao, bye. Prenez soin de vous.